à présent de l'Europe avec Dorothée Rouzet, à mes côtés en plateau, chef économiste France chez Citi. Bonjour et bienvenue Dorothée. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Commençons par les bonnes nouvelles. L'année 2022 aurait dû être une année de crash économique majeur pour la zone euro, en tout cas tel qu'on le projetait à partir du 24 février, déclenchement de la guerre en Ukraine. Le crash n'a pas eu lieu. C'est une bonne nouvelle déjà, dont on peut se féliciter peut-être, Dorothée. Comment est-ce qu'on explique a posteriori cette résilience de l'économie européenne, de l'économie allemande notamment, principale économie européenne, dont tout le monde nous promettait une récession qui devait arriver au 3e trimestre, au 4e trimestre. Récession qui se fait toujours attendre de ce point de vue-là. Alors, il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que les choses se sont plutôt mieux déroulées que ce qu'on pouvait imaginer il y a 3, 6, voire 9 mois. D'abord, je dirais à contrario de l'effet de la crise ukrainienne, de la crise énergétique, on avait encore les effets de la réouverture post-Covid qui ont aidé un certain nombre de secteurs. Alors on pense au tourisme, ça a beaucoup joué pour l'Italie, l'Espagne, aussi la France, jusqu'au 3e trimestre. Mais aussi pour des secteurs manufacturiers, des secteurs industriels, puisque toutes les perturbations qu'ont connues les chaînes de valeur depuis le printemps 2021, donc on avait des pénuries de composants, on avait des coûts de transport qui ont explosé, des perturbations de transport maritime, tout ça c'est complètement normalisé, je dirais, autour de l'été de cette année, et ça a permis à l'industrie de redémarrer. Ça va continuer à jouer, contrairement au tourisme pour lequel le rattrapage n'arrive qu'une fois, parce que certains secteurs comme l'automobile avaient accumulé des carnets de commandes en attente qui peuvent leur assurer maintenant jusqu'à 8 mois d'activité. Donc même si les nouvelles commandes s'essoufflent, finalement les commandes qui n'ont pas été traitées depuis tout ce temps parce qu'on manquait de composants, parce que la logistique ne suivait pas, ont beaucoup joué et ça a beaucoup aidé notamment l'Allemagne en fin d'année. Ensuite, le marché du travail a tenu, a continué à résister. C'est presque une surprise à ce niveau-là. On a un peu de ralentissement des créations d'emplois dans les derniers mois, mais les indicateurs de tension sur le marché du travail restent très élevés. Le taux de chômage reste très bas historiquement en Europe. Évidemment, ça aide aussi à la résilience. Et puis, les deux derniers gros morceaux, il y a évidemment le soutien budgétaire massif des États qui amortit le choc, principalement pour les ménages, dans une moindre mesure pour les entreprises. Mais les États de la zone euro, en moyenne, ont dépensé 2% de leur PIB cette année en soutien budgétaire, bouclier tarifaire et autres mesures. Et en plus, ils ont pu le financer relativement facilement, ce qui ne sera pas forcément le cas l'année prochaine. Peut-être dernier facteur, la crise énergétique s'est finalement moins mal déroulée que ce qu'on pensait. Il y a quelques mois, on craignait les pénuries de gaz et d'électricité cet hiver. Finalement, on termine l'année avec des stocks de gaz pleins à 83% en Europe. Il y a eu un peu de chance parce que l'hiver a été relativement doux jusqu'à présent. Il y a aussi le fait que les stockages ont été remplis avec une certaine diversification des sources. Donc finalement, les craintes de pénurie se sont éloignées. Les prix se sont détendus pour le gaz et pour l'électricité dans leur sillage. Et là aussi, ça aide au moral des entreprises. Je rappelle l'ambiance il y a 6 mois, au début du choc gazier, crise gazière, énergétique, notamment pour l'Allemagne. On établissait des scénarios sans gaz, avec des chutes de PIB en Allemagne, par exemple, de 5 à 7%. Voilà. C'était les scénarios du pire, mais c'était des scénarios que tout le monde avait en tête il y a 6 mois, et ces scénarios du pire ne se sont pas matérialisés. Quels sont les éléments de cette résilience qu'on vient de décrire, qu'on peut extrapoler encore un peu pour cette année 2023, Dorothée, et les facteurs sur lesquels il faudra moins compter désormais? Alors, clairement, il y a des choses qui n'arrivent qu'une fois, comme le rebond du tourisme, ça n'arrive qu'une fois. Donc, comme je le disais, l'amélioration de la situation d'offre sur l'industrie, ça va encore aider pendant un temps, tant qu'il y a de la demande en réserve. Et la réouverture de la Chine sanitaire devrait contribuer encore à cette amélioration des chaînes de valeur? Alors, la réouverture de la Chine va contribuer, enfin, au moins éviter de nouvelles perturbations une fois que la vague sera passée. Je pense que pour janvier-février, ça va être compliqué, mais ensuite, ça va améliorer à la fois du côté de l'offre et aussi du côté de la demande, puisque la demande chinoise va repartir. Ça favorise notamment les biens d'équipement allemands et tous leurs sous-traitants dans le reste de l'Europe, mais également le tourisme chinois devrait aussi reprendre à partir de peut-être mai-juin. Donc ça va favoriser sur ce plan-là. Les choses qui peuvent aussi, je dirais, continuer à aller un peu mieux que prévu, j'y mettrais aussi la situation énergétique. Je pense que
Vu la situation où on est, le fait que la consommation a effectivement baissé, à la fois côté ménage et côté industrie, si ça se poursuit, ça permet d'aborder non seulement cet hiver, mais aussi l'hiver prochain avec un peu plus de sérénité sur l'approvisionnement en gaz, et ce même en comptant l'effet de la Chine, qui va évidemment consommer plus de gaz en redémarrant la consommation, mais en parallèle, elle a aussi développé sa production nationale de gaz assez fortement, sa production nationale d'énergie renouvelable, elle importe aussi davantage de gaz par gazoduc de la Russie, donc finalement ça va agir sur les prix du gaz, mais pas jusqu'à la pénurie. Donc je pense qu'on arrive. Là aussi, on est un peu plus serein. Quand on fait les maths de l'énergie, là, en se projetant sur le prochain hiver, 2023-2024, dont beaucoup nous disent encore que ce sera un moment à nouveau critique, à ce stade, vous dites, on peut imaginer éviter le pire à nouveau pour l'hiver prochain. Voilà, on n'est pas. Les choses auront le temps de changer. On n'est pas complètement tiré d'affaire, mais on envisage les choses quand même avec un peu moins de risque de pénurie. Les prix peuvent augmenter, beaucoup de choses peuvent de nouveau mal se passer évidemment, mais on est plutôt un petit peu plus confiant. En revanche, là où on ne peut qu'à moitié extrapoler, c'est sur l'aspect budgétaire. Je disais qui a été une composante importante. Alors le soutien budgétaire en 2023. Il va se poursuivre. En moyenne, dans la zone euro, probablement de même ampleur qu'en 2022, un peu plus en Allemagne, un peu moins en Italie. Mais ce qui est fini, c'est le fait de pouvoir le financer très facilement. En 2022, les États ont eu, en un sens, beaucoup de chance. Parce que si on prend par exemple le cas de la France, mais qui est loin d'être un cas isolé, il y a un an, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement prévoyait 5% de déficit en 2022. On termine l'année avec une prévision de 4,9 pour le gouvernemental. Entre-temps, on a dépensé 2% du PIB de plus que ce qu'on pensait. Ce qui a permis ça, c'est que les recettes fiscales ont surpris à la hausse mois après mois. L'impôt sur les sociétés, la TVA, etc. L'impôt sur le revenu, qui sont rentrés de manière très forte. Ça, il y a peu de chances que ça se reproduise en 2023. En un sens, ça n'arrive. Cet effet bénéfique de l'inflation, cet effet nominal, vous dites à la fois de l'inflation et de la reprise. Oui, et de la reprise. Qui a été très forte. Donc ça n'arrive qu'une fois. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le soutien continuera à exister, mais il devra être un peu plus parcimonieux, un peu plus attentif à chaque euro, et il se fera à des taux plus élevés, d'autant que la BCE ne sera plus acheteuse des titres souverains comme elle l'était au début de l'année dernière, mais au contraire va commencer le quantitative tightening. La réduction de son bilan. Comment vous voyez évoluer ce bras de fer assez inédit, en tout cas une situation très différente du point de vue de la Banque Centrale Européenne et des États de ce qu'on a connu pendant le cycle précédent. Est-ce que la BCE va monter ses taux coûte que coûte, peut-être jusqu'à 3,5% pour le taux de dépôt effectif, par exemple? C'est ce qui était signalé par Christine Lagarde dans la dernière conférence de presse qu'elle a tenue suite au meeting de la BCE en décembre. Est-ce que les États vont être plus disciplinés, plus orthodoxes, plus rigoureux sur leurs finances publiques? Comment va se développer qu'on entrevoit comme étant un bras de fer quand même, Dorothée. Les États vivent dans l'idée de la domination budgétaire avec des banques centrales, une BCE en tout cas qui a été particulièrement accommodante pendant des années et des années. C'est difficile de sortir de ce schéma-là. Oui, tout à fait. Le bras de fer, je dirais, a déjà commencé. Christine Lagarde a été extrêmement explicite dans son discours en décembre, à la fois sur la direction de la politique monétaire, et là-dessus, je dirais que 3,5% est plutôt un plancher qu'un plafond pour moi en termes de taux terminal. Et elle a été très explicite sur le fait que les taux vont augmenter plus que ce que prévoyaient les marchés, rester élevés pendant très longtemps, doivent rester en territoire restrictif, avec pour objectif de faire baisser la demande. Et en un sens, au niveau où on est, peu importe que l'inflation soit une inflation tirée par l'offre ou une inflation tirée par la demande, elle est trop élevée et la BCE ne sait finalement que faire baisser la demande pour faire baisser l'inflation, donc c'est ce qu'elle va faire. Et selon moi, et il faut la croire. Alors les marchés pensent... Enfin, la perception de marché est plutôt que la BCE ne fera pas ce qu'elle dira. Je pense que c'est un pari assez risqué. Les faucons ont plutôt eu tendance à gagner toutes les batailles dernièrement. Et quand on regarde les indicateurs que va suivre la BCE, alors il y a une multitude d'indicateurs, donc on peut assez facilement trouver le message qui nous arrange, mais les principaux vont être l'inflation sous-jacente. Alors donc même si l'inflation headline va décélérer par les effets de base, parce que les prix du gaz se détendent, etc., l'inflation sous-jacente, elle va continuer d'augmenter au moins jusqu'au printemps. Donc pourquoi la BCE s'arrêterait-elle alors que cette inflation sous-jacente reste élevée, même si... Selon moi, encore une fois, c'est plutôt la traduction un peu retardée des prix de l'énergie qui continuent de se diffuser, plus qu'une inflation véritablement auto-entretenue. Mais à
à ce stade, pour la BCE, on a l'impression que ça ne compte pas tellement, ce genre de considération. Et par ailleurs, le marché du travail, si la récession est finalement assez modérée cet hiver, comme on s'y attend et comme beaucoup s'y attendent, le marché du travail ne va pas vraiment se dégrader, le chômage n'augmentera pas, et c'est là aussi l'autre indicateur qui pourrait arrêter la BCE, c'est une hausse du chômage. Ça arrive toujours avec retard, ça arrivera sans doute assez peu cette fois-ci, donc on voit mal ce qui pourrait l'arrêter, à part de véritables tensions sur la dette souveraine, et c'est là que le bras de fer va finalement se jouer. Et justement, là, si vous considérez le principal risque économique pour la zone euro, c'est plus un risque monétaire qu'un risque énergétique, par exemple, comme vous le disiez, Dorothée ? Oui, tout à fait. Pour nous, le véritable risque de cette année, c'est que la crise d'offres qu'on a vécue jusqu'ici se transforme en une crise de demande du fait de la politique monétaire et du fait d'une surréaction de la politique monétaire à cette inflation qui dure. Et donc quelque chose qui deviendrait endogène d'une certaine manière. Et qui deviendrait effectivement lié vraiment une persistance de la crise alimentée par la BCE. Finalement, la question aujourd'hui, c'est pas tant quelle va être la profondeur de la récession dans les 3, 4, 6 prochains mois, mais plutôt comment on en sort, est-ce qu'on en sort et quel est le profil de la reprise. Et là, typiquement, les épisodes historiques de crise, on sort d'une récession avec un assouplissement de politique monétaire. Là, on a l'effet inverse. L'effet sur la demande, il va se faire sentir. Alors ça prend du temps pour qu'il se fasse sentir sur la consommation, sur l'investissement, l'effet de hausse de taux. En revanche, il y a quelque chose qui peut être plus immédiat et un peu moins dans les canaux de transmission traditionnels, je dirais, c'est la BCE qui restreint très fortement les marges de manœuvre des États et qui empêche la politique budgétaire de se déployer autant que les gouvernements en ont encore, pour la plupart, l'appétit. Et ça veut dire qu'il faut retrouver la logique de crise souveraine qu'on a déjà connue en zone euro. Quels vont être les pays les plus fragiles face à cette situation de durcissement monétaire tel que vous le décrivez, Dorothée? L'Italie, comme à chaque fois. Est-ce que la France est toujours en bonne position de ce point de vue-là? Alors, oui, on pense toujours à la périphérie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette année, on va avoir en plus du fait que la BCE n'achète plus et va commencer à ne pas réinvestir ses titres, on a des émissions très importantes des États de la zone euro. On va avoir des émissions nettes records depuis le début de l'Union monétaire. On n'en a jamais eu autant, même en 2020. C'est 550 milliards d'émissions nettes obligataires. C'est un chiffre que j'ai en tête pour donner un ordre de grandeur. Je ne sais pas si c'est votre calcul. Le chiffre que je trouve intéressant, c'est par rapport à 2022, les émissions nettes et nettes de la politique monétaire vont être... on va avoir 300 milliards de plus. C'est-à-dire que les marchés financiers vont devoir absorber 300 milliards de plus que l'année dernière. Et l'année dernière, il y avait déjà une offre assez considérable. Donc les pays les plus exposés, en fait, si on regarde qui va émettre le plus, émettre le plus en changement, c'est la périphérie. Mais qui va émettre le plus en pourcentage de son PIB, c'est le segment dit semi-cœur, dont la France fait partie. Donc les deux sont relativement exposés à des hausses assez fortes des taux pour justement que le marché puisse absorber cette offre de papier qui va se déverser à partir du premier trimestre. Et donc ça peut vouloir dire un coût du service de la dette qui va augmenter plus fort que ce que prévoient les budgets actuels, et potentiellement moins de marge de manœuvre pour des investissements nécessaires dans d'autres dimensions. Et vous le disiez, il faut considérer que la BCE est prête à aller assez loin dans ce bras de fer, entre guillemets. Alors, beaucoup plus que ce qu'on a connu ces dernières années. Est-ce que la BCE ira jusqu'à la crise de la zone euro ? Non. Mais... étant donné la dynamique actuelle et le discours de la BCE sur l'inflation, sur la persistance de l'inflation, sur le fait qu'elle devient endogène, on peut penser que le seuil de douleur avant qu'elle change de cap pour, entre guillemets, sauver les États ou réduire leur coût de financement va être assez important. D'autant que dans le discours de Christine Lagarde, il y avait aussi un avertissement aux États qui, en paraphrasant, et si vous continuez à faire des mesures qui ne sont pas suffisamment ciblées, qui sont trop larges, on va augmenter les taux plus forts, implicitement, pour vous en empêcher. Donc, Bon, prochaine réunion de la BCE, c'est début février, je crois. Attendez, j'ai l'agenda. Donc la Fed, c'est 31 janvier, 1er février. Et la BCE, le 2 février, pour son premier meeting de l'année. Merci beaucoup, Dorothée. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer les perspectives européennes en ce début d'année 2023. Dorothée Rouzet, chef économiste France chez Citi, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée.